Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Désolée si je tremble un petit peu, j'ai remarqué avec l'hiver malencontreusement que cette pièce est complètement gelée. Il fait trop froid, enfin pas gelé, mais moi en tout cas, je me gèle très très fort. Donc je vais essayer de pas trembloter, que mes pieds sont frigorifiés. Pourtant j'ai mis des grosses chaussettes, mais ils sont frigorifiés. Bref, on n'est pas là pour parler de mes pieds. Tu digresses. Bref, on commence tout de suite du coup avec Dating You. Et on est reparti sur les du coup évidemment. On commence tout de suite avec Dating You, Hating You de Christina Loren. Dans cette histoire, on suit Evie et Carter, qui sont tous les deux agents de célébrité à Hollywood. Donc ils vivent tous les deux à Hollywood. Ils occupent à peu près le même poste chacun dans leur entreprise respectueuse. Ils vont se rencontrer lors d'une soirée Halloween, une soirée déguisée. Un petit peu une rencontre arrangée par leurs amis. Bref, ils statuent tous les deux qu'il ne se passera rien entre eux parce qu'avec leurs emplois du temps, ce sera impossible à tenir. Même si au final, ils vont commencer un peu à se voir, à fricoter un peu ensemble, rien de très concret. Sauf qu'au moment où ils commencent à envisager de vivre une relation tous les deux, leurs entreprises vont fusionner. Donc l'entreprise d'Evie va racheter celle de Carter. Sauf que qui dit fusion dit double d'employés. Ils doivent faire des dégraissages. Non, on appelle ça comme ça? Je crois pas. Bref, ils doivent renvoyer certaines personnes. Et comme ils occupent tous les deux le même poste, le patron d'Evie va les mettre en concurrence pour garder le poste. Enfin, il leur dit c'est possible que vous ayez tous les deux, que au final, il y ait une place pour vous deux. C'est possible que j'envoie l'un de vous deux à New York, ou c'est possible qu'il y ait un de vous deux qui dégage, quoi. En gros, suivant la place qu'il y aura à la fin. En sachant que le patron d'Evie est un salopard insupportable qui n'aime pas Evie, mais qui en même temps est très très hypocrite face à elle. Il essaye de la rabaisser toujours gentiment, mais en lui faisant comprendre que, en gros, elle est nulle, quoi. Enfin, elle est nulle, qu'elle a fait une grosse erreur dans sa carrière, ça y est, c'est la fin. Enfin, bref. Il est insupportable, il est misogyne, enfin, tout ce qu'on déteste chez les hommes qui sont comme ça, voilà. Bref, tout ça pour dire que, à cause de son comportement face à Evie, il va mettre Carter en avant, et il va tout faire pour qu'Evie se plante. Il va la surcharger de boulot, il va lui confier des tâches qui à la base ne sont pas du tout de son ressort pour la forcer à se planter et trouver une excuse pour la virer. En gros, c'est ça. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, non. Dans cette histoire, on nous dit que va y avoir un petit peu un jeu de sabotage entre les deux. Ils vont un petit peu se mettre des bâtons dans les roues, mais tout ça à cause d'un gros manque de communication entre les deux, parce qu'au départ, ils se disent tous les deux on va faire en sorte de se montrer indispensables tous les deux, comme ça, bah, on garde notre boulot, on bosse tous les deux, on montre qu'on est une équipe, enfin voilà. Sauf que, à cause de quiproquos complètement nuls et d'un manque de communication, ben, ils vont se retrouver à se faire des crasses. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont se faire des crasses, qu'ils vont se détester entre guillemets l'un et l'autre, même si au final, ils se détestent pas vraiment parce que c'est une romance, et que leur coup de sabotage, ça dure quoi? Une petite semaine, grand max. Et voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu... J'ai pas vraiment aimé le livre. Voilà, on va se le dire, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas aimé ce livre. Je me suis même forcée à le terminer parce que je me suis dit si je l'arrête maintenant, je vais avoir une grosse panne de lecture. Voilà, quand j'abandonne un livre, souvent j'ai une panne de lecture, je lis pas pendant longtemps et c'est bête parce que je viens de m'y remettre. Donc je peux pas, je peux pas lire 3 livres et dire la panne de lecture est là. Donc je l'ai terminé, je me suis forcée à le terminer. Voilà, Alors, ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, du coup, c'est tout simplement les personnages. J'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. Il y avait un truc qui clochait. C'est la première fois que j'ai eu cette sensation de malaise dans une romance, où rien que quand ils parlaient tous les deux, j'avais un malaise parce que j'avais l'impression que
ils se montraient pas vrais face au lecteur, nos personnages. C'est-à-dire que quand on est dans la tête de l'un ou de l'autre, ils essayent de nous montrer à nous une bonne version d'eux-mêmes, alors que, ça se trouve, je vais beaucoup trop loin dans la réflexion, mais c'est même, je vais beaucoup trop loin dans la réflexion parce que c'est juste une romance, hein. Mais moi, j'ai eu cette impression qu'ils essayaient juste de montrer leur bon visage, alors qu'en fait, finalement, bah, c'est des trous du cul tous les deux. C'est violent, hein, vraiment, c'est violent, mais pour vous dire à quel point bah, j'ai pas vraiment passé un bon moment de lecture. Je sais pas, j'avais l'impression que l'histoire, j'avais l'impression, voilà, que c'était plusieurs petits morceaux de papier qui ont été déchirés de la même feuille et qu'on a essayé de recoller après ensemble. Voilà, j'avais l'impression d'avoir affaire à un texte rapiécé. Est-ce que c'est par rapport au fait que ce sont deux autrices qui ont écrit le livre? Je n'en sais rien. En sachant que ces autrices-là, elles avaient écrit une saga que j'avais beaucoup aimée, la saga Beautiful, que j'avais beaucoup aimée. Bon, j'ai pas aimé, j'ai tenté le tome 1 de Wild Seasons, j'ai pas aimé. J'ai voulu retenter avec ça, j'ai pas aimé. Voilà, mais j'ai un autre roman 2 dans ma wishlist que je pense aimer parce que beaucoup de gens l'ont aimé, donc voilà, je pense que les romans c'est un petit peu aléatoire. En tout cas, ça j'ai pas vraiment aimé. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans... bah non, bah j'ai tout dit. Voilà, je garde mes petites fiches mémo, comme ça je suis sûre de pas oublier ce que je pense. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez une romance, bah peut-être pas ça parce que bah... Voilà. Je sais pas. Si vous aimez les romances contemporaines, si vous êtes un adepte des romances contemporaines, ça, je pense que vous n'allez pas trop aimer. Après, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. À me dire pourquoi. Peut-être que il y a certaines choses que j'ai pas capté, que vous avez capté. En tout cas, moi, ça m'a pas trop capté. Voilà pour ça. Ensuite, une autre romance que là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je l'ai lu en février dernier, donc ça date maintenant. Il s'agit de de Jeux interdits de Emma M. Green. C'est un premier tome d'une saga de 4 tomes. 4 Oui, 4 tomes. Donc c'est une romance entre demi-frères et demi-sœurs. Dedans on suit Liv et Tristan qui ne peuvent pas se blairer. Là c'est vraiment du enemies to lovers pour le coup, parce qu'ils se jettent des trucs à la tronche. Voilà, voilà, ils ont du mal à s'aimer, mais parce que tous les deux ils ont un petit peu une attirance vers l'autre, et bah, ça ils ont un petit peu du mal à supporter parce qu'ils savent que c'est une romance interdite. Donc du coup, ils préfèrent se jeter des objets de la maison dans la tête. C'est plus marrant, pour nous lecteurs en tout cas. Alors, dans cette histoire, donc le père et la mère, donc le père c'est le père de Liv et la mère c'est la mère de Tristan. La mère de Tristan est, comment dire, un personnage assez affreux. Pour tout dire, assez affreux. Elle dirige une grande chaîne hôtelière, donc ils vivent tous, je crois que c'est Los Angeles. Je sais pas. C'est une ville chaude avec la plage et tout, un peu famous, où tous les gens ils sont beaux, frais. Enfin voilà, c'est toujours la fête sur la plage, des trucs comme ça. Je pense que c'est Los Angeles, si je me trompe pas. Après, je me trompe certainement. Mais comment vous dire que c'est pas écrit dans le résumé. Donc, on va dire que c'est Los Angeles. Bref, ça, voilà, elle est, c'est une riche qui dirige une grande chaîne hôtelière. Mais elle est détestable, elle est insupportable. Même quand il y a des moments un peu émotion, on se dit on va avoir un peu de compassion avec elle. On en a pendant quoi 2 secondes. On a de la compassion 2 secondes pour cette femme parce que on se doute, parce que son ancien mari, je crois qu'il est décédé. Je sais plus s'il est décédé ou s'il a abandonné. Je crois qu'il est décédé d'un accident de voiture, même il me semble. Bref. Et du coup, bah, on se doute que c'est pour ça qu'elle est très froide, qu'elle n'est pas très agréable. Mais en même temps, tu peux pas être... non, quand t'as des enfants, tu peux pas être comme ça avec tes gosses, quoi. Je sais pas, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, elle est relou, voilà, qu'on se le dise. C'est pas un personnage vraiment très appréciable dans cette histoire, et je pense que c'est fait exprès, hein, évidemment. Et le père de Liv, qui est totalement différent, qui lui a une boîte dans l'immobilier, donc voilà, ils sont pétés de thunes, quoi. Bref, et voilà. Comment dire, il y a qui? Oui, il y a le petit frère de Tristan, je me souviens plus comment il s'appelle, mais oh, quel chou. Oh, j'adore ce personnage, il est trop mignon. Et il me touche mon petit cœur, voilà, on va se le dire, il touche mon petit cœur. Et voilà, je crois que c'est un des personnages que j'ai préféré dans cette histoire. Et non, la grand-mère de Liv. La grand-mère de Liv.
elle est excellente. C'est un peu une hippie, voilà, toujours habillée en coloré et tout, qui a sa petite maison près de la plage. Mais sa caractéristique, c'est qu'elle recueille tous les animaux abandonnés qu'elle trouve. Donc chat, chien, hein, le truc les plus courants, mais cochon, chèvre, agneau, dans une ville comme Los Angeles, c'est un petit peu moins courant, on va dire. Et enfin moi j'adore. Enfin voilà, à chaque fois qu'il va rendre visite à sa grand-mère, elle la trouve en train de construire un panier, une cage pour un animal qu'elle vient de recueillir. Enfin c'est juste excellent. Je rêve d'être une grand-mère comme ça, avec plein d'animaux chez moi. Bon, peut-être pas toute seule, mais plein d'animaux avec moi. Ce serait le rêve. Voilà, je veux être cette grand-mère de rêve. Alors, sinon, pour en revenir à l'histoire. Donc, c'est une romance entre demi-frères et demi-sœurs. Je pense que le personnage que j'ai préféré dans le couple, c'était Tristan. La manière dont il voyait les choses, dont il réagissait aux événements qui les touchaient dans cette romance, je l'ai préféré. Face à Liv, j'avais un petit peu... Bah, j'ai pas forcément eu du mal parce que je sais que ça faisait partie de son caractère. Voilà, c'est le personnage, il a ce caractéristique. Mais en même temps, moi, c'est pas... Moi, du coup, j'ai un peu moins aimé ce caractéristique de sa personnalité, mais ça fait partie intégrante de l'histoire. Ça fait partie de la problématique de l'histoire, donc en même temps, c'est normal. Je peux pas ne pas vraiment l'aimer, en fait, ce personnage. Voilà. J'ai bien aimé ce personnage pour ce qu'il apportait à l'histoire, pour la romance et pour pour la fin, ça a permis une évolution. Est-ce que j'ai été claire? Peut-être pas. Bref, ce personnage a un défaut au début de l'histoire qui fait que ça crée les péripéties de cette histoire et finalement ça s'arrange et j'ai bien aimé du coup l'évolution du personnage à travers l'histoire grâce à ce caractéristique. C'est peut-être un peu plus clair. Bref, tout ça pour dire que j'ai préféré quand même Tristan par rapport à l'évolution de la romance. Bref, voilà. Mais je veux lire la suite évidemment parce que ça se termine pas forcément top, hein. Mais je veux lire la suite, pas pour le couple. Pour le personnage secondaire qui est en cause à la fin de cette histoire. Si vous avez lu, vous savez. Je suis là genre, mais non, en fait, je veux la suite de cette histoire parce que ça peut pas se terminer comme ça, en fait. Ça peut pas être une fin, non. Je n'accepte pas cette fin pour ce personnage, donc il me faut absolument la suite pour que je puisse découvrir ce qu'il s'est passé. Et c'est vraiment... Alors, j'allais dire addictif, et puis dans ma tête, je me suis dit, oh, ça fait un beau jeu de mots parce que c'est édité chez Addictive. Voilà, il y a des fois, ça digresse partout chez moi. J'en ai marre. Ensuite, alors, nous avons un thriller. Il s'agit de Miséricorde de Jussi Adler Olsen. Donc, c'est le premier tome de la saga Les enquêtes du département V. Dans ce livre, on suit l'inspecteur Karl Mork. C'est Danemark, je crois. C'est Danemark. C'est une histoire qui se déroule au Danemark. Voilà. Donc, il est directeur, il a été promu, du coup, au début de ce livre, au département V, en tant que directeur de ce département qui vient juste d'être créé. Et c'est, du coup, le seul inspecteur. Voilà, il a un assistant qui est censé juste lui faire des impressions quand il en a envie, mais assez, comment dire, impliqué dans les affaires. Voilà, il s'appelle Assad. Son passé est assez trouble, assez sombre. On n'en sait pas beaucoup et c'est vraiment un truc qui me tient un petit peu en haleine. C'est vraiment pardon. C'est vraiment un truc qui me tient un petit peu en haleine parce que je me demande ce qui s'est passé pour ce personnage avant et c'est quelque chose qui me rend curieuse. Donc je me demande s'il y aura pas un... Enfin, j'aimerais en tout cas avoir la surprise de voir un tome où, par exemple, des anciens démons de la vie de Assad refont surface et ils doivent tous les deux collaborer pour mener à bien une enquête. J'en sais rien, mais j'aimerais bien en tout cas. Bref, le concept du département V, c'est d'enquêter sur des affaires qui ont été non élucidées, mais qui ont été classées. Voilà. Donc, pour la petite parenthèse, ce personnage a été un petit peu mis de côté au département V parce qu'il était, insupportable avec ses collègues. Ses collègues n'aimaient pas du tout travailler avec lui. C'est même sûr, il ressortait d'une affaire très compliquée qui a causé la mort d'un de ses anciens collègues
et un handicap, enfin l'handicap d'un autre de ses collègues, c'était ses 2 amis, et du coup bah il est marqué par cette affaire, et les gens ne veulent pas travailler avec lui parce qu'il est insupportable avec eux. Il est très hautain, enfin bref, il a beaucoup de défauts qui font que, enfin voilà, même moi je suis dans sa tête et même moi je me dis je veux pas travailler avec ce mec, c'est impossible. Bref, passons. Donc, ils vont ressortir du coup une affaire des placards, et c'est une affaire d'enlèvement, de disparition d'une politique qui s'appelle pardon, Mérette quelque chose. Elle a disparu il y a 5 ans, et du coup ils vont réouvrir ce dossier. Et en parallèle, nous on va suivre en fait ce qui est arrivé à Mérette depuis 5 ans jusqu'à de nos jours. Et on apprend du coup au début que c'est quelqu'un qui lui en veut personnellement. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, elle non plus, elle ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Elle a un frère handicapé, il lui reste plus que son frère. Et en fait, elle a disparu, elle est enlevée par quelqu'un, séquestrée dans une boîte. Pardon, je remonte mon t-shirt. Elle est dans une espèce de grosse boîte pressurisée où soit ils vont... Alors une année ils vont la laisser dans le noir pendant 1 an, une autre année ils vont mettre la lumière à fond pendant 1 an, ils vont changer la pressurisation de la pièce, ils vont l'augmenter et tout. En fait ils la torturent quoi, mais elle n'arrive pas à savoir pourquoi ils la torturent. Bref, donc on se doute bien que voilà, ça va se relier entre eux, on va découvrir. En vrai, j'ai bien aimé ce parallèle entre les chapitres de l'enquête de l'inspecteur et les chapitres du coup où on suit le point de vue de Mérette qui elle subit ce qu'elle subit. Et en vrai c'est trash, mais j'ai lu beaucoup plus trash que ça. Donc en vrai n'ayez pas peur de le lire parce que vous avez peur de voir des grosses scènes de torture. Oui il y a des scènes un peu dures, mais enfin il y a des thrillers qui sont tellement plus gore, tellement plus durs à lire qu'en vrai ça passe vraiment très très facilement. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, au niveau de la fin, donc il y a une fin, et j'ai trouvé ça un petit peu surréaliste, mais en même temps c'est une fin qui m'a un petit peu émue, et je me suis dit, allez c'est un roman, c'est normal que ce soit pas réaliste à 100% pour certaines choses, c'est pas quelque chose de grave. Oui, c'était assez émouvant, du coup j'ai laissé couler, voilà, ça peut peut-être avoir fait lever les yeux au ciel à certaines personnes. Moi je me suis dit, allez, on va ouvrir un petit peu son esprit et dire tant pis, c'est pas grave, ça se passe comme ça, et puis c'est tout. Pour certains livres, des fois ça me le fait quand c'est bien tourné, quand ça arrive à m'émouvoir, oui, je peux laisser passer quelque chose de surréaliste. Voilà, ça arrive, pas tout le temps, pas très souvent, mais ça arrive. Alors, j'ai été coupée, mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé ce thriller, même si pour moi il y avait une grosse zone d'ombre. C'est sur l'inspecteur Karl Mork, parce que je pense qu'ils nous l'ont vendu comme un inspecteur bourru et brut de décoffrage, mais son rapport par rapport aux femmes, son rapport vis-à-vis des femmes est un petit peu, voilà, il n'a pas une vision des femmes très très jolie. Il les juge sur leur physique, en mode elle, je pourrais me la faire, elle non, elle a un écart entre les dents, bas, ou c'est sexy, enfin je sais plus. Bref, pour moi, elle juge trop physiquement, trop les femmes sur leur physique. Je sais pas, je sais pas. Si je sais, j'ai pas aimé ce trait de caractère, voilà. Mais ça date, bon c'est pas une excuse, mais c'est sorti il y a plus de 10 ans. J'ose espérer que l'auteur va avoir fait évoluer son personnage par rapport à ça, voilà. J'ose espérer en tout cas qu'il l'a fait. Parce que je sais pas, c'est quand même une série qui m'intrigue, donc j'ai l'intention quand même de la continuer. En tout cas j'ai déjà le tome 2 à la maison, donc je vais pas me priver de le lire. Je vais pas me priver de le lire, et voilà. On croise les doigts pour que cet aspect, du personnage disparaisse, voire s'atténue, ou au moins s'atténue, pardon, au fur et à mesure des tomes. Voilà pour celui-là, pour ce livre-là. Ensuite, alors, il s'agit d'une fin de saga, la saga Waterfire. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le premier tome, c'est Deep Blue de Jennifer Donnelly. Je l'ai lu je l'ai commencé il y a très longtemps. Ce qui fait que je pense que j'aurais pu beaucoup plus aimer cette saga si j'avais pas mis autant de temps entre les tomes. En même temps, pour ma défense, j'ai galéré à pouvoir tous les racheter dans cette édition là parce que elle est plus trouvable
en grand format. En fait, on peut trouver cette saga que en format poche. Et bah moi, quand je commence une saga avec une certaine édition, j'ai envie de la terminer avec cette édition-là. Ça m'a fait la même avec Grisha. J'ai galéré à trouver le dernier tome. Enfin, tout un pataquès en tout cas. Bref, tout ça pour vous. D'ailleurs, je te fais mettre Grisha dans ce point lecture, j'ai pas préparé. Oh, on verra ça plus tard pour un prochain point lecture ou peut-être dans un vlog, je sais pas. Bref, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette saga au final. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, on suit des sirènes, oui, ça se voit. On suit des sirènes qui ont un destin, qui font des rêves, parce qu'elles ne se connaissent pas entre elles, mais elles font des rêves, des sorcières qui les appellent et qui leur demandent de les rejoindre parce qu'elles ont une destinée, elles doivent combattre un monstre horrible et tout, enfin elles doivent l'empêcher de sortir tout du moins. Et au début de la saga, on suit Seraphina qui est princesse du royaume de Miromara. Et le jour de ses fiançailles, elle doit, elle doit passer des épreuves pour prouver qu'elle est bien de sang royal, bref, tout ça. Sauf que ce jour-là, son royaume se fait attaquer. Elle voit son père mourir sous ses yeux, sa mère blessée mortellement, et elle doit s'enfuir. Et elle est persuadée que ça a un rapport avec ses rêves. Du coup, elle va suivre en fait ses rêves prémonitoires et du coup essayer de se rendre auprès de ces fameuses sorcières qu'on appelle les Yélés pour comprendre un peu sa destinée. Donc c'est vraiment 6 sirènes qui vont se retrouver, qui vont devoir apprendre à se connaître, apprendre à gérer leur destin parce que bah évidemment il n'y a pas que le royaume de Seraphina qui est attaqué, c'est clairement une guerre hein, qui a lieu et on croit, enfin c'est une guerre qui a lieu en sous-face, en surface et dans l'eau, voilà. Et enfin voilà, elles doivent sauver le monde. En gros, elles doivent sauver le monde. Et c'est vraiment sympa. Enfin, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre dans mon truc? Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit en tout cas pour le résumé. Comme je vous dis, je regrette d'avoir mis autant de temps entre chaque tome. C'est une saga jeunesse qui, pour quelqu'un qui, enfin pour un jeune qui lit déjà, peut vraiment lui plaire et le conforter en fait dans son amour de la lecture. C'est vraiment sympa. Et pour les adultes comme moi qui aiment bien lire de la jeunesse, c'est vraiment cool. Même si bah, malheureusement vous ne pouvez plus les trouver en grand format. Vous pourrez les trouver que en poche. À moins qu'ils rééditent un jour cette saga, mais ça m'étonnerait. C'est dommage parce que là on peut voir les premiers tomes. Les couvertures sont vraiment très 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 jolies. Mais voilà. Je pense que c'est une saga qui n'est pas exceptionnelle, mais qui n'a pas fait énormément de bruit, alors que pourtant c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas la saga fantasy de l'année, mais c'est plutôt sympa à lire. Enfin, en tout cas, moi j'ai aimé. Et enfin, là on parle à mon cœur brisé. J'ai terminé la saison 8 de Buffy, donc là je vous montre le dernier tome, le tome 4. C'était dur. Voilà, c'était dur et pas dans le bon sens du terme. Loin de là. En fait, ce tome 4 n'a fait que confirmer une sensation que j'avais par rapport au personnage de Buffy. Je vais pas pouvoir vous dire de quoi vraiment ça traite parce que c'est la suite directe de la saison 7, de la dernière saison de Buffy. Et si certaines personnes n'ont pas encore vu et se disent j'en suis pas encore là, ne dis rien, je ne dis rien. Je dis juste que ça fait suite directe à la saison 7 et que du coup, bah, au début, on a les conséquences. On a les conséquences en bien et en mal de cette fin. Je sais pas pourquoi. De cette fin. Et donc pendant les 3 premiers tomes, j'avais un petit sentiment, un petit peu de gêne, où j'avais un peu du mal à reconnaître mon personnage préféré de tous les temps. Mais j'étais là, genre c'est peut-être parce que c'est un comics et que ça passe un peu moins en comics qu'en série, c'est pas bien grave. L'important c'est l'histoire, c'est ce qui s'y passe, c'est plutôt cool. Là ça n'a pas passé. Parce que je pense au final que le réalisateur avait une dent contre son personnage de Buffy pour ce qu'il en a fait, ou contre l'actrice, j'en sais rien, il a voulu se venger quelque part. Déjà que voilà, Joss Whedon en ce moment, c'est pas la folie pour lui. Dans le monde du cinéma, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Bon, j'ai encore été coupée, manque de mémoire, bref, tout ça pour dire que Joss Whedon
Il en voulait à mon personnage préféré et du coup je en veux à Joss Whedon parce qu'il l'a fait régresser, que ce soit psychologiquement, dans son comportement, dans ses émotions. Ça correspond pas du tout à la Buffy que j'aime. Voilà, j'ai beaucoup de mal et du coup bah, on finit pas sur une bonne note. J'ai pas vu comme quoi ils comptaient faire des intégrales pour la saison 9. Je crois ils ont été jusqu'à la saison 10 normalement en comics. J'ai pas vu d'infos à ce sujet, c'est dommage parce qu'il y a quand même un petit truc à la fin qui me dit j'ai envie de savoir en fait ce qui se passerait, en fait, ce qui va se passer. Puis ça reste du Buffy, je veux connaître la suite. C'est normal, voilà, c'est quand même ma série préférée de tous les temps, mon personnage préféré de tous les temps. Donc moi c'est un gros manque de respect à Buffy, voilà. Je pensais qu'en fait c'était la nouvelle série en comics qui était un gros manque de respect à Buffy. Finalement, cette saison 8 est encore pire parce qu'on vend ça comme la suite directe. Et dans la suite directe, ce qu'on fait à mon perso, j'aime pas. Voilà, j'aime pas ce qu'elle est devenue. Je suis très très déçue. Ouais. On n'est plus copains. Voilà. Cette saison n'a presque pas existé. Il y a certaines scènes de cette saison qui n'ont pas existé pour moi. Voilà. La trame est intéressante. Voilà, faut pas toucher au personnage que j'aime, c'est tout. Voilà. Bref, sur ce, on va s'arrêter ici parce que mon téléphone est en train de mourir actuellement. Je sais pas comment je vais faire pour récupérer de la place. Bref, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, hein, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!